Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. Épisode suivant, vous commencez à connaître maintenant, c'est votre rendez-vous sur Tech Co pour décrypter chaque semaine l'actu des plateformes de streaming, actu éco et actu des sorties, évidemment, de volets. Et aujourd'hui, une émission un peu éco, puisqu'on va se poser cette question, l'avenir du streaming passe-t-il forcément par la pub? Quand on voit le succès de l'offre lancée par Netflix, c'est une question qui mérite d'être posée. Et pour en débattre, comme d'habitude, je suis en très bonne compagnie avec deux spécialistes, de nouvelles têtes aujourd'hui dans l'émission. Tout d'abord, je vais commencer avec celui qui est à ma gauche, c'est Sylvain Trinel. Salut Sylvain. Bonjour. Journaliste pour Tech Co, tu suis notamment l'actu des jeux vidéo et c'est ça qui nous intéresse, des plateformes de streaming. T'es abonné à plusieurs plateformes? Ah oui, beaucoup trop même. Beaucoup trop. Donc ça me coûte beaucoup d'argent alors que je ne les utilise pas forcément. On va voir que l'offre avec pub, elle coûte moins cher que les autres et c'est vrai. peut-être une façon de réduire la facture. En face, c'est Pascal Le Chevalier. Salut Pascal. Salut. Pascal, fondateur de What's Up Media, cabinet de conseil dédié notamment aux plateformes de VOD, de SVOD. C'est un monde que tu connais depuis longtemps, toi. Trop longtemps. Avant même qu'on appelle ça le streaming. Exactement. Ce nouveau mot qui recouvre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler du streaming avec pub. C'est notre débat de la semaine. On en parlait déjà un peu la semaine dernière dans la précédente émission. Les plateformes de streaming ont beaucoup augmenté leurs tarifs en 2023, que ce soit les plateformes évidemment américaines, on en parle beaucoup, Netflix, Disney+, Prime Video. Ça va continuer ces augmentations cette année. Mais en parallèle, toutes ces plateformes se défendent en disant « Mais voilà, nous lançons des offres moins chères avec pub, des offres qui ont un différentiel de prix parfois assez marqué, aussi moins d'options, ça fait partie du contrat. Et il faut accepter évidemment de regarder de la pub comme quand on en regarde à la télé ou sur Internet. » La première plateforme à avoir franchi le pas, comme souvent, c'est Netflix. C'est en novembre 2022. Le géant du streaming a récemment dévoilé quelques chiffres lors de ses résultats annuels. Plus de 23 millions d'abonnés à l'offre qui s'appelle désormais Standard avec pub. Ça fait un peu plus d'un an que cette offre a été lancée. Donc 23 millions, ça représente à peu près un tout petit peu moins de 10% de l'ensemble des abonnés de Netflix. En un an, c'est déjà pas mal. Et surtout, Netflix nous dit qu'un tiers des nouveaux abonnés qui s'abonnent aujourd'hui optent pour l'option avec pub. Comme quoi, effectivement, cette offre, elle a un intérêt. Sylvain, peut-être pour commencer, on va rappeler qu'est-ce qu'il y a dans cette offre. C'est quoi cette offre standard avec pub que Netflix met en avant aujourd'hui? Alors c'est une offre qui a évolué avec son temps depuis son lancement initial. Donc déjà, effectivement, tu le disais, il y a de la publicité. Donc il y en a au début et au milieu du programme. Sachant qu'en plus de ça, en 2024, Netflix prévoit de récompenser, entre guillemets, les personnes qui binge-watch les séries, qui regardaient plusieurs épisodes à la suite, en réduisant le nombre de publicités. Et à côté, donc, ce qui est associé à l'offre, ça va être un écran, voire deux en fonction des plateformes de SVOD, et puis de la 1080p au grand maximum, pas de HDR, pas de Dolby Atmos, ce genre de fioritures. Ouais, donc une offre simple, efficace, pas forcément pour les puristes de la VOD qui aiment la belle image, mais une offre qui fonctionne. J'ai dit déjà 10% des abonnés Netflix. Pascal, est-ce qu'on peut dire que Netflix a réussi son pari en à peine un an? Bah oui, parce que en plus de ça, Netflix, pour l'instant, n'a déployé son offre publicitaire que dans 12 pays. Donc, il y en a 190 au total, donc tout reste à venir. Et puis, de toute façon, quand Netflix communique sur ce qu'ils font, forcément, c'est un succès. Donc, on ne peut pas aller vérifier les chiffres. Il faut toujours être C'est précautionneux. le problème avec les géants américains. Tout à Ils donnent fait. beaucoup de choses. Mais en tout état de cause, oui, il y a énormément de personnes qui souscrivent à cette offre-là pour plusieurs raisons. Puisque évidemment on est rentré dans un espèce de tunnel inflationniste qui fait que les gens sont obligés d'arbitrer et donc ils ont accepté de manger de la publicité et donc le streaming se rapproche de la télévision finalement. Tu l'as dit, contexte inflationniste, spirale inflationniste des plateformes. Il faut parler du prix de cette offre standard avec pub. 5,99 € par mois, c'est 7,50 € de moins que l'abonnement le moins cher sans pub, que l'abonnement standard. Et c'est beaucoup moins encore que l'abonnement premium de Netflix. C'est quand même énorme ce différentiel, il est là finalement, peut-être le succès plus que le fait qu'il y ait de la pub, c'est que c'est quand même très très peu cher par rapport au reste du marché, non? Ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes disposent d'énormément de données, et en particulier toutes les données qui sont relatives à la sensibilité au prix. Donc s'ils sont positionnés à 5,99 €, c'est que forcément ils savaient qu'il y avait un décrochage dès qu'on passait cette barre. Ils auraient pu être aussi à 4,99 €. Après ça, c'est des calculs qu'ils doivent faire pour voir à quel moment ils perdent ou ils rentabilisent au maximum. Et donc forcément, 5,99 €, ça reste un prix psychologique très intéressant. D'autant plus que je rappelle qu'aux États-Unis, c'est 6,99 $, mais que l'offre la plus chère est à 22,99 €. En France, on est encore à 19,99 €. Donc forcément, l'écart va continuer de se creuser au fur et à mesure que les annonceurs vont arriver et que le chiffre d'affaires publicitaire va se densifier.
Est-ce que c'est une offre qui quand même peut-être va, augmenter de prix vu que Netflix augmente régulièrement tous ses tarifs? Est-ce que c'est une offre qui a vocation à rester à ce prix plancher? Ou on peut envisager peut-être dans les années à venir qu'elle soit à 7, 8, Ah oui, complètement. Je pense qu'effectivement, tu parlais de spirale inflationniste, clairement, elle sera présente à un moment donné, dans l'offre avec publicité. 5,99 €, c'est à peine moins cher qu'au lancement initial de Netflix en Ouais. France. Donc quand on se remémore ça, je crois que c'était Ouais, ça fait un 7,99 € peu dans mes mal de souvenirs. regarder les prix, Voilà, faut pas les regarder, mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, on va arriver à, je sais pas, effectivement 7-8 € grand maximum pour avoir de la publicité parce que tout simplement, en tout cas, c'est la justification de Netflix, les coûts de production augmentent et donc il faut qu'ils répercutent à un moment donné ça sur les abonnés. Il y a une chose aussi qui est super intéressante là-dedans, c'est que, on constate que les abonnés de Netflix sont beaucoup plus enclins, en fait, à s'abonner à cette offre-là avec publicité que Disney+ qui voit en cette nouvelle offre un moyen de se sauver chaque trimestre pour voir son nombre d'abonnés augmenter. Heureusement qu'ils ont une offre avec publicité parce qu'on avait vu, hein, juste avant qu'ils lancent l'offre avec pub, le nombre d'abonnés avait baissé pour Disney+. Oui, ça fait partie des stratégies que mettent en place les plateformes aussi depuis un an, que ce soit la fin du partage de comptes, la pub, et cetera, pour essayer de rattraper une audience qui, s'éparpille. Si on s'intéresse aux pubs en elles-mêmes sur cette plateforme, on s'est renseigné du côté Tech& Co, on a appelé Netflix tout simplement pour leur demander un peu quoi ça consistait. Donc on est sur des formats de 10, 15, 20, 30, 60 secondes. Pour un annonceur qui veut mettre de la pub, peut tout faire, quoi. Bah, c'est les formats traditionnels de la télévision. Netflix Ouais. n'a rien inventé. La seule vraie différence, c'est le mode de calcul, la valorisation de la publicité. Puisque je rappelle qu'en télévision, on calcule avec du GRP, Gross Rating Point, qui est une mesure qui fait couverture par répétition. C'est un peu technique. Et puis sur Internet, depuis toujours, c'est au CPM. Ouais. Donc c'est au coût pour 1000 utilisateurs touchés. Et donc, ils ont adopté exactement les mêmes standards que la publicité télévisée. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur le prix. De toute façon, s'il y a un plafond, ça sera 9,99 parce qu'on ne pourra Ouais. jamais aller au-dessus. Oui, c'est ça. Par contre, il ne faut pas oublier qu'ils sont des petits rookies en termes de pub et que le marché publicitaire, en particulier aux États-Unis, est très très dynamique. Et l'objectif des streamers, c'est d'aller capter de la pub au- chez les annonceurs qui viennent de la télé. Donc il faut qu'ils restent très très agressifs en volumétrie. Parce que s'il n'y a pas la volumétrie, vous ne pouvez pas avoir des tarifs intéressants. C'est pour ça qu'ils sont à un prix très très bas en ce moment. Et donc ils adoptent tous les standards de la télé. Et pour ceux qui achètent de l'espace, finalement, ça devient quasiment identique. Si on regarde les chiffres d'un point de vue, plus consommateur cette fois, c'est à peu près 4 minutes de pub pour, 1 heure de programme sur Netflix. Ça, c'est par contre, c'est beaucoup moins que la télé quand même. Alors, c'est moins que la télé, mais aujourd'hui, d'abord, c'est difficile à mesurer. Il faut savoir qu'il y a un point à prendre en considération chez les streamers, c'est la pige, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui est diffusé, comment, qui suit tout ça. Qui a un chiffre qui est très important que personne ne connaît, qui est ce qui s'appelle le fill rate, hein, c'est-à-dire le taux de remplissage. Mmh. Vous avez un espace disponible par heure qui varie effectivement alors, en fonction des plateformes, parce qu'on peut parler aussi de la AVOD ou Ouais. des chaînes fast, qui ont des plages qui sont entre 2 et 8 minutes, voire 12 minutes par heure. C'est difficile de trouver des plateformes qui remplissent ces 12 minutes, donc 4 minutes, ça semble être une bonne moyenne pour l'instant. Mais si plein d'annonceurs frappent à la porte, forcément, ils augmenteront cette durée. Oui, ça c'est pareil, c'est peut-être comme le prix, ça commence à 4 et puis après peut-être que ça passera à 6, Tout à 7, fait. 8, Sachant qu'en plus de ça, les abonnés de Netflix, à la base, vu qu'ils s'étaient abonnés pour éviter la publicité à la télévision, je pense qu'ils ont un niveau de patience vis-à-vis de la publicité qui est beaucoup moins grand que lorsque on nous impose de regarder la publicité à la télévision parce que c'est sur un programme qui est sur un temps donné, que l'on ne peut pas forcément rattraper, etc. Là, Netflix, si on n'est pas content, on se désabonne et en fait, on va ailleurs. Oui. Parce que tout simplement, on n'a pas envie d'avoir autant de pubs. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que c'est 8 minutes, 9 minutes par heure à la télévision, On peut grand aller jusqu'à maximum. 12 minutes par heure glissante. Il y a un point assez important, c'est que tout ça aujourd'hui, c'est sous le radar. Hein, c'est-à-dire que l'ARCOM n'a pas encore mis son nez dans la réglementation, aussi bien sur les secteurs interdits que sur les publicités, par exemple, destinées aux enfants, etc. Donc la publicité, c'est un sujet vraiment très touchy. Ouais. Donc il y a des choses qui vont se produire et donc ça pourrait éventuellement aussi freiner les ambitions de certains acteurs de voir que quand il faut appliquer la réglementation, c'est quand même vachement moins drôle. Ouais. Et ce qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes aux chaînes de télé. Hein. Je rappelle la publicité pour la distribution, la publicité qui était longtemps interdite par exemple pour le cinéma. Tout ça fait qu'aujourd'hui, Internet s'est engouffré dans ces secteurs qui ont beaucoup d'argent et donc ils en profitent jusqu'à temps que la réglementation les rattrape. Tu le disais Pascal, en plus il y a un vrai marché à prendre et Netflix c'est encore
lilliputien, on va dire, peut-être Tout à pas fait. encore, mais en tout cas un tout petit acteur. Des chiffres qui ont été donnés pendant la période des résultats également. Netflix estime que la pub, ça pourrait représenter 10 milliards de revenus en 2027, donc dans 3 ans maintenant. Ça ferait à peu près 20% de ses revenus contre aujourd'hui, la pub, c'est 2% aujourd'hui pour Netflix. En un an, certes, c'est déjà pas mal, mais ça pourrait être multiplié par 10, en gros, quoi. Bah, déjà, il va y avoir un effet mathématique qui est l'extension des dispositifs publicitaires au-delà des pays dans lesquels l'offre a été lancée. Donc là, déjà, mécaniquement, il va y avoir un apport considérable de nouveaux clients et donc de nouveaux annonceurs. Donc le chiffre d'affaires va augmenter. Après, les cabinets américains estiment effectivement entre 10 et 16 milliards. Bon, ça, c'est la boule de cristal, mais forcément, les plateformes, et comme tu l'as dit tout à l'heure, misent énormément sur la publicité pour compenser tout ce qu'ils perdent par ailleurs. Je rappelle que Netflix aujourd'hui, alors Warner a dit que sa plateforme Max avait dégagé des bénéfices au 3e trimestre. On va attendre les résultats là qui vont tomber à la fin du mois. Mais aujourd'hui, Netflix est le seul qui est, on va dire, dans une situation à peu près clean. Parce que Oui, complètement. La les SVOD, autres, ça coûte très cher. compliqué. Voilà, c'est un pari, on va dire, sur l'avenir. Et on voit que Disney s'en mord un peu les doigts. C'est que pendant des années, ils ont un peu soutenu leur plateforme. Et aujourd'hui, que la société globale Walt Disney est en crise, les pertes un peu abyssales de Disney Plus commencent vraiment à faire tâche. Ouais. Si on prend l'exemple d'une plateforme américaine qui n'est pas en France, donc comme ça on va se fâcher avec personne, qui est Peacock, c'est quand même près de 7 milliards de pertes depuis 2021. Ouais. Donc, après, ça fait partie du packaging. Ces énormes pertes, de toute façon, pour s'imposer sur les plateformes de SVOD, d'autant plus aux États-Unis, il faut dépenser beaucoup d'argent parce qu'il faut produire des programmes originaux qui sont impactants, qui vont vraiment faire venir l'abonné. Peacock, ils avaient dépensé des millions et des millions pour s'offrir The Office, etc. Donc, c'est des programmes qui coûtent cher parce qu'ils sont populaires. Donc, ça doit être des pertes acceptables, mais à un moment donné, il y a une limite. Il faut quand même que ça soit rentabilisé au bout d'un moment. C'est ça. Stars, par exemple, l'a regretté. Finalement, ils ont tout retiré. On voit que Paramount commence déjà un petit peu à avoir peur justement du fait qu'ils n'arrivent pas du tout à dégager d'argent et que leur impact hors l'international notamment est très limité. Et tu le disais justement, on l'a dit un peu que Netflix a fait ce pari, qu'aujourd'hui d'autres plateformes se mordent les doigts, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'essaient pas de rattraper le leader. On a parlé de Disney+, rapidement. Effectivement, Disney+, a lancé en novembre son offre avec pub, même prix, 5,99 € par mois. Là, pareil, Disney nous communique des données, on ne va pas trop les vérifier, mais en tout cas, la moitié des nouveaux abonnés opteraient pour cette option avec pub. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait aussi le même attente du côté du public de Disney+. Et les suivants, logiquement, c'est Prime Video, le 3e gros acteur. L'offre avec pub qui vient d'être lancée aux États-Unis, là, ça y est, devrait arriver en France peut-être en avril. Voilà, c'est des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a pas de date exacte. Est-ce que ça veut dire que, de toute façon, toutes les plateformes vont y passer et qu'on n'aura pas le choix, que dans peut-être 1 an, 2 ans, aller pour certaines plateformes, il y aura de la pub partout de toute façon? Oui, enfin, je pense que c'est l'histoire qui fait que plus le temps passe, plus les plateformes se rapprochent du modèle de la télé. Hein. C'est faites pas ce que Elles je l'ont dis. cassé pour mieux y revenir? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ne faites pas ce que je dis et écoutez ce que je fais. Et vous allez voir que forcément, la publicité est une première étape. Et il y en a une autre qui a été franchie un tout petit peu avant, qu'on n'a pas encore vraiment bien identifié comme étant quelque chose qui va faire encore plus de mal, malheureusement, à la télévision, c'est le live. Et aujourd'hui, Amazon a déjà mis les pieds dedans, et diffuse des compétitions sportives, et plus le temps va passer, plus ces gens-là vont aller vers du live sur des événements bien spécifiques, c'est-à-dire fédérateurs, mondiaux, etc., avec beaucoup d'argent à la clé, et donc on sera proche d'un modèle télévisuel finalement qui était quelque part quand même quelque chose qui est depuis 50 ans incontournable, que les streamers ont essayé de casser, et finalement... Comme quoi, la télévision a encore largement de quoi faire. Mais pour Amazon, ce qui est intéressant, c'est que ça a toujours été vu pour la plateforme Prime Video comme un bonus offert aux abonnés Prime. C'est que Prime, c'est hyper puissant aux États-Unis, en France un peu moins, mais en tout cas voilà, aux États-Unis c'est incontournable. Donc Prime Video était toujours vu comme la cerise sur le gâteau du carrosse, Prime, mais voilà, la cerise sur le gâteau. Donc l'arrivée de la pub en fait paraît plus logique sur Prime que par exemple sur une plateforme comme Apple TV où là il n'y a pas un back catalogue comme on peut l'avoir sur les autres plateformes. Et donc si Apple arrive en disant voilà il y aura de la pub avant nos programmes, ça va être compliqué à avaler pour les abonnés qui ne peuvent en fait qu'avoir les programmes produits par Apple directement. On est quand même dans un système où ces gens-là ont pris une place fantastique. Le CNC a publié récemment une étude dans laquelle, suite à des mesures qu'ils font avec des cabinets spécialisés, ils ont donné des indications sur les portefeuilles d'abonnés des 3 services qu'on a cités. Donc Netflix aurait
dépasser les 12 millions d'abonnés en France. Amazon sera à plus de 7 millions et Disney+, aux alentours de 4. Mais quand on fait la somme des trois, sachant que beaucoup de gens ont des multi-abonnements, forcément, ça redescend un peu le chiffre, mais ça devient considérable. Je rappelle qu'une société comme Canal+, aujourd'hui, doit tourner aux alentours de 4,5 millions ou 4,6 millions en France. En France. Oui, je ne parle pas les chiffres. Oui. Donc voilà, c'est des gens qui sont devenus extrêmement puissants. Et donc, avec cette puissance, forcément, ils adoptent les modes de comportement pour diversifier les revenus et puis surtout pouvoir continuer à produire. Parce que la grande excuse de Netflix, c'est toujours de dire on veut vous en donner plus. Oui. Et pour vous c'est en pour donner vous plus, qu'on vous met de la pub. Quoi. Ah oui, c'est pour voilà. vous qu'on monte les prix, C'est pour votre bien. Sachant qu'en plus de ça, la réglementation a fait que notamment en Europe, où il fallait produire des programmes originaux en fonction des pays. Et donc ça a été des surcoûts que n'avaient pas forcément anticipé les plateformes de SVOD. Donc quand Netflix ou Paramount, etc. doivent produire en France, c'est compliqué, ça coûte cher, on le sait, produire en France ça coûte cher. Donc c'est des coûts supplémentaires et ça, à un moment donné, oui, il faut les répercuter sur les abonnés. Oui. Prime, si j'ai bien suivi le lancement de la vidéo aux États-Unis, a opté pour une formule un peu différente, c'est-à-dire je vais copier Netflix, pas aller jusqu'au bout du truc. La pub, c'est d'office, c'est dans l'abonnement de base, il y a de la pub. Ouais. Et en revanche, si vous voulez pas de pub, il faut payer plus. Alors ça, c'est à peu près la même chose, on va pas se mentir. Mais la logique pour le consommateur, elle est un peu différente, parce que c'est un moyen de faire passer la pilule de... Alors, je pense que la motivation quand même première des abonnés historiques de Prime... Je précise juste que c'est supplément de 3 $ pour ne pas avoir de pub. C'était le shipping et le delivery, quoi. C'était, on achète des produits. Enfin, faut voir aux États-Unis, pour ceux qui ont le bonheur de pouvoir voyager un peu. Amazon, c'est jour et nuit, quoi. C'est-à-dire que on utilise Amazon toute la journée. On veut un t-shirt, on va sur Amazon. Enfin, voilà. Et donc les gens sont vraiment abonnés à ce service-là. Et donc par ailleurs... C'est pas comme s'ils allaient s'en débarrasser juste pour 3 $. Voilà, la destination principale ou primaire, c'est pas Prime Video, c'est Amazon en tant que tel. Et après, il y a le servicing derrière. Je rappelle qu'il y a de la musique, qu'il y a les bouquins, qu'il y a plein de choses, il y a Kindle, etc. Et donc aujourd'hui, Amazon s'est dit, j'offre au plus grand dénominateur commun, je les oblige à bouffer de la pub, parce qu'il faut rappeler aussi qu'Amazon réalise de chiffre d'affaires très très important en matière de pub, ils sont déjà experts dans ce domaine-là, et donc de dire ceux qu'on ne veut pas, on les fait payer 3 $ de plus et tout ira bien. Et puis un utilisateur qui s'abonne à l'offre publicitaire rapportera toujours plus d'argent qu'un utilisateur qui s'abonne à un format plus premium sans publicité. Évidemment, et en termes de données, justement, ce que n'ont pas les chaînes de télé, c'est les données, mais à foison, notamment de Netflix, sur ses abonnés. Ils peuvent savoir exactement ce qu'ils regardent, quels sont leurs goûts, et donc derrière donner aux annonceurs le plus de détails possible pour encore mieux les cibler. C'est une puissance qui est incommensurable quand on voit les données proposées aux chaînes de télé qui sont basées sur les données médiamétrie, et on sait à quel point... Qui nous donne un écho avec ce qui s'est passé en France avec le lancement de TF1+, qui justement, en lançant une plateforme de streaming un peu différente de celle de son replay, va peut-être pouvoir aller chercher ce ciblage qui manque à sa télé linéaire, peut-être. J'espère, en tout cas. On leur souhaite. On leur souhaite. Et en tout cas, ça, voilà, on est un peu obligé de s'y habituer. Il va falloir se remettre à regarder des pubs. Voilà, si la télé d'avant vous manque, elle revient. Elle n'est pas partie très longtemps. En tout cas, nous, il n'y a pas de pub pendant l'émission. Il y en a avant, il y en a après, mais il n'y en a pas de pub dans l'épisode suivant. Donc, on va enchaîner tout de suite avec notre deuxième partie. C'est les séries de la semaine. Et nos invités sont donc venus chacun avec une série qu'ils ont bien aimée récemment et qu'ils vont essayer de vous, on va dire, conseiller, ou en tout cas vous donner envie de regarder, deux séries assez différentes. Je vais les laisser en parler. Je vais commencer à aller avec Pascal. Pascal qui nous a apporté une série du catalogue MyCanal, série Love and Death, c'est le nom, série à la base HBO, il me semble. Voilà, c'est une série HBO. Donc aujourd'hui, c'est difficile de retrouver les programmes HBO. Où sont les programmes HBO en France? On ne sait plus où ils sont. Donc je rappelle qu'ils sont à la base dans le pass Warner. Tout à fait, sur Prime. Je ne suis même pas certain que Warner sache où ils sont aussi. Voilà. Hein. Et ce qui est important à souligner, et je tiens à le dire parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des plateformes françaises, mais il se trouve que Warner a aussi décidé de mettre tout le catalogue HBO qui était réservé à d'autres offres, en particulier sur OCS à un moment donné, en vidéo à la demande à l'acte. Et donc par exemple un site comme Viva, qui est le site de Vidéo Future, donc vous connaissez tous, aujourd'hui propose Love and Death à l'acte. On peut acheter l'ensemble de la série, et donc c'est aussi une occasion pour les plateformes françaises de vivre avec des programmes et de pouvoir promouvoir les programmes américains, même si on a de très très bonnes séries aussi
Et ce qui nous permet au passage de nous rappeler les bons souvenirs qu'on a avec Vidéo Futur, pour tous ceux qui avaient l'habitude de louer. Oui, alors Vidéo Futur aujourd'hui est devenue une plateforme, et donc bon, les vidéoclubs sont fermés, parce que c'est aussi l'histoire de la vie. Hein. Netflix a arrêté le DVD par la poste il n'y a pas très longtemps. Donc, vrai. Le pitch, c'est extrêmement simple. Si vous avez aimé Desperate Housewives, pour ceux qui ont l'âge de l'avoir regardé à l'époque sur M6, en fait, c'est la conjugaison de tout un tas de trucs que les internautes aiment. D'abord, on commence par du true crime, donc c'est une histoire criminelle. Ça fait saliver. Moi, le gros intérêt que j'y retrouve aussi, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer à attendre la 2e, la 3e ou la 4e saison, parce qu'il y en a une mini-série. C'est une mini-série, donc vite fait, bien fait. Que c'est donc l'histoire dans un petit bourg américain en 1980 d'un crime. Voilà, avec un certain nombre de protagonistes, et en particulier 2 femmes. Candy il faut que je regarde comment s'appelle la 2e parce que j'oublie tout le temps. C'est Candy et Betty, et donc va se nouer autour de cette communauté qui est à la fois très traditionnelle, très... ça se passe au Texas, non, il me semble. Très conservatrice. Il va se passer des choses étonnantes qui débouchent sur un crime. Et en fait, la série, qui a des acteurs fabuleux, dont Elizabeth Olsen, qui est la sœur des sœurs Olsen. Des jumelles qu'on a pu voir dans les Avengers, tout ça. Tout à fait. Et Elisabeth, qui est connue pour le MCU aussi, puisqu'elle elle a acquis sa notoriété principalement avec ça. Et donc, on va voir, en fait, la série se décompose en 2 parties. Il y a la partie ascensionnelle qui aboutit au fameux meurtre, au crime. Et puis après, il y a toute la partie qui est très, très intéressante, qui est toute la partie du procès, et qui est à la fois surprenante dans son déroulé. Et là, on découvre aussi des jeux d'acteurs qui sont vraiment très, très intéressants, jusqu'au dénouement final, qui lui est plus qu'intéressant. Je rappelle que c'est une histoire vraie, et donc c'est inspiré, qui a déjà été traité dans une autre série, il y a un bouquin qui a été écrit. Donc voilà, il y a tous les fondements qui font qu'on commence, et dès qu'on a démarré, on ne peut pas s'arrêter. Et puis ce qui est bien, c'est que quand c'est terminé, au moins, il y a pas de... on range la série et puis on passe à autre chose. On connaît le dénouement, en tout cas, de ce procès. Donc Love and Death, c'est ça le titre, mini-série 7 épisodes, je crois avoir donc sur MyCanal et sur Viva, by Viva, la plateforme de Vidéo Futur. On va retourner sur Netflix, on en a parlé. On va recommander une série dessus à regarder avec pub, si vous avez l'abonnement avec pub. Du coup, c'est ta série, Sylvain. C'est une petite pépite, on peut dire ça, parce qu'elle n'est pas forcément très connue. Série d'animation qui s'appelle Carole et la fin du monde. C'est ça, Carole et la fin du monde. C'est notamment par un des co-scénaristes de Rick et Morty. Donc vous reconnaîtrez, je pense, le style graphique, effectivement, avec les extraits. De quoi ça parle? En gros, on a une comète qui risque de détruire la Terre, qui va détruire la Terre dans un certain nombre de jours. Et en fait, on va suivre la planète Terre face à l'inéluctable, et notamment la vie de Carole, qui est une jeune femme... on va dire, qui aime rester chez elle, qui n'aime pas les gens, en tout cas qui n'est pas très sociable, qui a des parents très compliqués, très problématiques, une sœur bien plus folle qu'elle. Et en fait, tout au long de ces différents épisodes, il y a une fin, c'est une mini-série. Eh bien, on va la voir évoluer dans ce monde-là, qui est complètement dingue. C'est pas un monde c'est pas un monde où la fin inéluctable fait que tout le monde part en vrille, etc. Ça va être un monde dans lequel on va continuer à travailler, en tout cas pour Carole, et que ce rapport au travail, ça va l'aider à évoluer dans la vie jusqu'à arriver, on va dire, à ce qu'elle voulait vraiment être. C'est très difficile à résumer, mais pour ceux qui verront la bande-annonce, effectivement, c'est assez barré. Rien que la bande-annonce vous donne déjà une idée de là où on va, quand même. Exactement, c'est très barré, et en même temps, c'est hyper touchant. Le casting vocal est incroyable, que ce soit en VF ou en VO. Moi, j'ai adoré, parce que le personnage de Carole, il est très attachant, et les personnages secondaires également. En fait, même s'ils n'apparaissent que quelques minutes, on arrive vraiment à s'identifier avec eux. Visuellement, c'est vraiment splendide. Il y a un scénario complètement perché, et en même temps, on arrive à y accrocher au bout de 2 ou 3 épisodes. Il faut lui donner un peu sa chance. On se demande, à la fin du premier épisode, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et en fait, petit à petit, on va réussir à accrocher, et c'est ça qui fait tout le talent, je pense, de Carole and the End of the World. Tu disais, c'est le créateur de Rick et Morty, qui a quand même un humour bien à part. Est-ce qu'on retrouve cet humour dans Carole et la fin du monde, ou pas du tout? Il y en a.
mais ça traite aussi de sujets très graves. C'est aussi ça, mais avec une certaine légèreté c'est pas de la moquerie, c'est juste de la légèreté, ce qui rend en fait le message beaucoup plus intéressant à suivre. D'accord, eh ben écoute, ça nous donne envie. En plus, 2 mini-séries, vous êtes parfait. Moi, j'adore les mini-séries, comme ça, je peux les regarder. Il faut. J'ai pas besoin de regarder les saisons 2, 3, 4, 8, 12. Donc, on va rappeler Love and Death, c'est la série de Pascal, mini-série de 7 épisodes à voir sur MyCanal et sur, je vais retenir le nom de cette plateforme. Viva par Vidéo Future. Et Carole et la fin du monde, la série de Sylvain, série d'animation à voir sur Netflix en 10 épisodes. Merci à tous les deux d'avoir été là pour ce débat et ces recommandations. C'est la fin, malheureusement, de cette émission, déjà trop courte. Mais on n'a pas le choix. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau programme, j'en suis sûr, fantastique. Vous pouvez revoir cette émission déjà en replay si vous en avez raté une partie, sur le site de Tech & Co, bien sûr, sur YouTube, évidemment, et en podcast audio sur toutes vos plateformes habituelles. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine.